Ok, normalement nous sommes en cours de diffusion. Est-ce que vous pouvez nous confirmer par le biais du chat des participants que vous nous recevez? Oui, c'est bon. Super. Merci Catherine. Tout est OK. OK, donc on est parti. On est parti pour environ une demi-heure, 40 minutes de discussion avec notre cher collègue Antoine Tanet sur une thématique qui, a priori, devrait vous interpeller, qui est la question des troubles du spectre de l'autisme, de ce fameux certificat national d'intervention en autisme et de différents sous-aspects que nous allons pouvoir envisager à deux voix avec Antoine. Ce webinaire devrait donc durer entre 30 et 40 minutes et devrait être suivi d'une vingtaine, 20-30 minutes de questions-réponses avec vous-même selon vos attentes et vos interrogations. Globalement, à 19h30, vous êtes libre. Et nous avons comme ange gardien Edwige de Maigret et Catherine Racure qui répondront à toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou autres. N'hésitez pas à les interroger par le biais du chat qui, nous vous le rappelons, est un outil de travail qu'on utilise avec parcimonie. N'hésitez pas à l'utiliser, mais ça reste un outil d'échange qu'il ne faut pas saturer. Voilà, je me présente très vite et je laisse la parole à Antoine qui se présentera à son tour. Donc, je m'appelle Léonard Venetzel, je suis psychologue, je suis spécialisé en neuropsychologie et psychopathologie de l'enfant et je suis le directeur scientifique d'Octopus Formation, anciennement Anae Formation. J'ai un parcours clinique et universitaire assez hospitalier et parisien initialement. Voilà, donc j'ai été formé à l'hôpital Sainte-Anne avant d'aller à la Pitié-Salpêtrière. Je passais par Raymond Poincaré à Garches. Donc j'ai différents sous-domaines de connaissances. Aujourd'hui, je n'ai plus que des activités cliniques à Paris et à Pau où j'ai mes enfants. Donc, je fais un peu la navette entre Paris et la région béarnaise. Voilà en un mot. Je te laisse te présenter, Antoine. Ouais, bonsoir, Antoine Tanet. Alors moi maintenant, j'aime bien dire que je suis neuropsychologue du développement. Tu vois, ça fait la jonction entre la neuropsycho, la psychopathologie, je pense. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai une formation initiale de neuropsychologue. J'ai travaillé dans les troubles de la perception visuelle dans l'équipe de Sylvie Chocron pendant plusieurs années, ce qui a donc marqué beaucoup influencé mon parcours. Et je travaille dans l'autisme depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai eu la chance de travailler comme toi dans des centres ressources en région parisienne, où du coup on rencontre énormément de professionnels avec beaucoup de connaissances théoriques, des pratiques différentes, avec beaucoup d'occasions d'aller à des séminaires, des conférences. Et depuis quelques années maintenant, je suis indépendant et mon activité, elle est très tournée vers le médico-social. Je fais beaucoup de formations, de supervision, même parfois maintenant de l'audit de certification. Tout ça, c'est des processus qui sont assez nouveaux, qui sont pas évidents. Mais du coup, voilà, c'est intéressant parce que tout ça, ça a une influence sur nos pratiques quotidiennes, bien sûr, mais aussi, et je pense que c'est un peu l'objet, je pense que c'est pour ça, Léo, que tu as voulu organiser ce webinaire ce soir, c'est qu'en fait, toutes ces nouvelles choses, la certification, le CNIA, toutes ces nouvelles choses qui arrivent dans nos pratiques au travers de l'autisme, bah, bouleversent aussi nos représentations de l'autisme et des TND. Ça, c'est certain. Nous avons eu encore une réunion de travail interne au sein d'Octopus Formation récemment avec plusieurs experts sur la question de l'autisme. Et il y a un moment où on pose la question de quoi les troubles du spectre de l'autisme sont-ils le nom? Et là, chacun peut proposer ça, quelque part sa théorie, forcément empreinte de subjectivité, mais la question du spectre a bien entendu étendu les questionnements. Est-ce qu'il est TSA? Est-ce qu'il n'est pas TSA? Voilà, c'est autant de points qu'on va certainement aborder ce soir. On avait prévu avec Antoine un plan en 4 points. Le premier point, puisqu'on évoque tout de même la certification nationale d'intervention en autisme, c'est tout de même de reprendre rapidement ce que c'est ce fameux sigle CNIA. Et le deuxième point, c'était de le confronter, disons, aux 20 dernières années et à l'évolution des pratiques, à l'évolution des paradigmes, à l'évolution aussi peut-être des stéréotypes dans certains cas, en matière de troubles du spectre de l'autisme. Le troisième point portait plus spécialement sur la question de l'évaluation dans ses rapports avec, finalement, dans cette CNIA, nous allons bien entendu de la question de l'évaluation. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot?
Et on trouvait que c'était une thématique qui était vraiment intéressante. Les tests, quel systématisme dans les tests, où est la clinique derrière toute cette ingénierie psychométrique. Voilà, c'était le troisième point qu'on voulait aborder. Et le dernier point portait donc, alors je vais dire un gros mot exprès pour crâner un peu, mais sur une vision apotropaïque des TSA au sein d'Octopus Formation, ce qui veut dire en fait qui conjure le sort. Et donc, finalement, est-ce qu'on peut regarder l'autisme au-delà d'une fatalité? Et nous, c'est un petit peu notre postulat presque génomique sur Octopus Formation, c'est d'essayer de réfléchir à la question de tous ces troubles du neurodéveloppement sans nier les entraves et les difficultés, et néanmoins en essayant d'aller chercher les atouts, les forces, les compétences, voire les compétences extrêmes. On peut penser à certaines formes de TSA qui nous les permettent. Voilà. J'ai un ou deux exemples cliniques qui devraient émailler tout ça. Je ne doute pas qu'Antoine en a aussi. Nous avons donc une trentaine de minutes. Il va falloir qu'on soit synthétique sur les différents aspects qu'on veut traiter. Mais voilà le plan que nous voulions proposer. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous voulez aborder d'autres aspects, n'hésitez pas, par le biais du chat, on essaiera de répondre, si possible, à tout. On avait beaucoup de monde inscrit, hein, c'était plusieurs inscrits sur ce webinaire, mais n'hésitez pas surtout à nous faire part de vos remarques et de vos observations. Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose en guise d'introduction? Non, c'est parfait, tu introduis très bien, Léo. Merci. Le CNIA Kesako. Avant toute chose, le CNIA, c'est un aboutissement assez important qui a été en grande partie piloté, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais on me corrigera si je le dis, par le groupement national des CRA. Et c'est une certification. C'est en fait 2 parcours de formation très approfondis. Le premier dure 140 heures, le deuxième dure 175 heures. On a un niveau 1 et un niveau 2, donc ce ne sont pas exactement les mêmes publics, mais ce sont des parcours de formation très approfondis de manière à upgrader le niveau de connaissances et des pratiques dans l'autisme, mais aussi à valider le fait que des personnes sont formées dans les clous des recommandations de bonnes pratiques en l'état des connaissances scientifiques sur l'autisme. Donc, dans ce que je viens de dire, il y a à la fois, j'espère, un petit peu de précision et en même temps, évidemment, de la relativité, puisque tout ça est lié aussi à l'évolution des connaissances. Donc, nous avons 2 programmes de formation, un niveau 1 qui se destine à une catégorie de professionnels, je dirais, non initiés au neurodéveloppement, voire au développement. Ça peut être, par exemple, l'assistante maternelle, ça peut être l'employé communal qui s'occupe de la cantine, ça peut être une monitrice éducatrice, c'est tout à fait envisageable. Et donc, 140 heures de formation théorique et autant de stages, et ça c'est un point qui est très particulier sur nous sur lequel on travaille pas mal, pour obtenir cette certification. Et on voit bien à quel point c'est nécessaire aujourd'hui. On nous interpelle dans les écoles lorsque un de nos petits patients est scolarisé et que l'alimentation pose problème le midi et qu'on se retrouve avec des employés communaux de la restauration qui ne savent pas forcément, qui ne sont pas forcément formés à la question de la différence, qui n'ont pas forcément la question des spécificités cognitives, des spécificités sensorielles, qui ne savent pas forcément interpréter une stéréotypie. Voilà. Et donc, ce premier niveau de formation se destine à des professionnels de proximité qui viendraient s'initier et donc se former de manière assez approfondie d'un point de vue théorique, et ensuite à qui nous suggérons des stages. Nous avons des partenariats avec des institutions un petit peu partout en France, à qui on peut proposer des stagiaires, et donc on accompagne les stagiaires dans la conquête d'un lieu de stage, dans l'appréhension, et bien entendu, le certificat national d'intervention en autisme se termine avec un petit mémoire et une soutenance devant un jury. Donc on voit que c'est quand même assez cadré, c'est pas grand-chose. Il y a des évaluations, il y a des critères d'obtention, et au terme de ce parcours, au moins de niveau 1, on peut considérer que les personnes sont considérablement davantage formées en TSA qu'elles ne l'étaient initialement. J'ai un petit Larsen, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est de ma faute. J'ai un nouvel ordinateur depuis hier, donc je ne sais pas comment désactiver les notifications. Pardonnez-moi. J'ai demandé à ce qu'on arrête de m'écrire. D'accord.
Ok. Voilà, le niveau 2, donc il est plus long, c'est 175 heures, et lui, il se destine davantage aux professionnels paramédicaux, médicaux, professionnels de santé, donc ça peut être des éducateurs, ça peut être des psychologues, ça peut être des médecins qui, eux, veulent ou bien découvrir, ou bien approfondir, ou bien obtenir la certification. Je pense que tu pourrais nous en dire un mot, Antoine, sur la question de, finalement, à quoi ça va servir cette certification. Je pense que c'est un point qui peut être important. Donc, un stage plus long, plus poussé. Au sein d'Octopus Formation, vous retrouverez les mêmes équipes d'experts, avec tout le pôle de Chambéry qui est très compétent. On a nos psychomotriciens à Montpellier aussi qui sont très pointus. On a nos orthophonistes qui maîtrisent aussi bien. Antoine, bien entendu, qui est notre référent scientifique dans les TSA. On a toute une équipe pluridisciplinaire qui a donc accompagné la conception des programmes. Et les programmes, en fait, étaient directement dicté, je dirais pas dicté, mais était très orienté par les recommandations de bonne pratique, soutenues bien entendu par le GNCRA. Donc, nous, la composition des programmes tels que vous la trouvez sur notre site, en fait, nous avons répondu, comme les autres organismes, puisqu'on n'est pas les seuls, à un cahier des charges et nous avons obtenu l'accréditation pour faire passer cette certification. Ça a été un travail absolument colossal en interne. Ce sont des formations longues, donc ce sont des formations coûteuses, mais à l'étage national, cette certification est prise en charge par le compte professionnel de formation, ce qui peut bien entendu soulager considérablement des institutions ou des professionnels qui voudraient acquérir cette certification, ce qui comporterait certainement une plus-value assez importante. Voilà pour la question d'un descriptif rapide. En matière de contenu, et bien entendu, ce sont des formations qui sont assez complètes, qui vont à tous les âges, qui courent sur tous les âges de la vie, et donc qui vont à la fois évoquer la question du développement, du fonctionnement cognitif, bien entendu, des TSA, mais aussi, on a tout un chapitre sur la sensorialité, sur la motricité, bien entendu, sur le langage et la communication, sur les habiletés sociales, évidemment, sur les fonctions exécutives. C'est assez large, jusqu'à l'emploi vers l'adulte, les études supérieures, l'habitat, la dimension fonctionnelle de la personne avec autisme. Donc, vous imaginez bien qu'au sein de nos intervenants interviennent à la fois des médecins, psychiatres, pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes. On a tout un collège interdisciplinaire d'experts qui est sollicité et qui est vraiment au travail sur cette question du CNIA que nous prenons très au sérieux et qu'on juge comme quelque chose d'assez fondamental et comme un effort national qu'il faut soutenir pour les professionnels, pour les personnes avec TSA et aussi, moi j'aurais tendance à presque dire pour la cause des TSA, ce qui est légèrement différent, et j'y reviendrai peut-être dans le deuxième point que nous allons aborder, mais nous sommes convaincus que c'est un événement historique dans l'histoire des troubles du neurodéveloppement, tout trouble du neurodéveloppement confondu, et nous comptons bien le soutenir. Donc, si vous avez des questions sur ces formations au sein d'Octopus Formation, n'hésitez pas, nous sommes à votre service. Catherine Racur répondra avec plaisir à vos questions, ou bien Aude Bioche qui est aussi sur ce dossier, ou encore Laurence Huard qui, elle, va accompagner tout ce qui concerne la question des stages et des stagiaires en institution. On va vous tenir la main pour que les choses se passent au mieux. Voilà, un petit mot d'introduction. Je vois que j'ai déjà été trop long, donc Antoine, je te laisse compléter. Tu m'as posé la question de à quoi sert le CNIA. Je peux répondre en toute honnêteté que moi, quand j'ai appris la création du CNIA, je me suis demandé dans un premier temps pourquoi, effectivement, à quoi ça allait servir. Parce que les éléments de contenu qu'on trouve dans le programme qui fait partie de la publication dans le bulletin officiel, des contenus qu'on va avoir dedans, ce sont des contenus qui existent déjà et qui sont promus en formation. Et je crois qu'on commence déjà à avoir un élément de réponse à ce moment-là. C'est que en France, ça transparaît également dans ton mot d'introduction, et c'est un peu ce que j'ai dit moi aussi, l'autisme, c'est un peu le cheval de Troie des TND. Voilà. Et la situation française est peut-être aujourd'hui que c'est par le biais de la formation continue qu'on a majoritairement amené des nouveaux contenus sur la représentation de ce qu'on appelle l'autisme, son évaluation et sa prise en charge. Il y a même, je trouve, alors là j'ai mis un avis qui m'est personnel, qui est très discutable donc, et je demande que à avoir
des remarques là-dessus, que probablement pendant un certain temps, peut-être que maintenant c'est moins vrai, il y a eu une qualité de formation continue très importante dans le titre, qui est toujours vrai aujourd'hui, mais par contre déséquilibrée avec peut-être la formation initiale. Voilà. J'ai déjà lu une remarque parmi les personnes qui assistent à notre webinaire sur pourquoi pas intégrer le CNIA à la formation des éducateurs spécialisés. Mais peut-être qu'on commence donc à avoir une réponse à quoi ça sert le CNIA. C'est que puisqu'il y a des institutions d'éducateurs, des écoles d'éducateurs qui sont mobilisées sur le certificat national d'intervention autisme, évidemment, s'ils promeuvent ce savoir, ces modules de connaissances, ça va forcément avoir un impact sur les autres enseignements qui auront lieu dans l'école. Voilà. Et je crois qu'on a une illustration de comment les choses se passent. C'est que la création de ces nouvelles formations, de ces nouvelles procédures d'évaluation externe, de certification, des certificats de formation, ça permet de changer les pratiques et de les diffuser dans d'autres contextes. L'intérêt également du CNIA, c'est de faire valoir également d'avoir eu l'ensemble des blocs de formation qui sont présents dedans. Parce que jusqu'ici, dans la formation continue, tous ces modules de formation étaient accessibles aux professionnels du secteur médico-social et sanitaire, mais par saupoudrage. Saupoudrage par les politiques associatives, en fonction des possibilités d'engagement financier, des représentations des responsables associatifs sur l'importance de la formation de leurs salariés, de la volonté individuelle d'un professionnel qui veut se former. Et donc, ça n'aboutissait pas à la fin à autre chose qu'une somme de conventions de formation, d'attestations de participation à des formations, mais pas à la qualification, à la valorisation d'avoir acquis tout ce contenu-là. Voilà. Et je crois que le CNIA vient quand même permettre à un professionnel, et pas que d'ailleurs, mais moi je pense en premier lieu aux professionnels, de dire, bah voilà, moi j'ai fait tout ce cursus de formation-là, j'ai assisté à tout cet enseignement-là, et j'ai le certificat qui permet de le prouver, et peut-être que ça me permet de valoriser mes connaissances et d'accéder à de nouvelles fonctions, à de nouvelles activités. Voilà comment je le vois. C'est-à-dire, d'une part, dans le bouleversement que ça va probablement entraîner un peu dans les formations initiales, et ça c'est un sujet qui revient souvent dans les synthèses des recommandations autisme en France, c'est promouvoir de nouvelles représentations, de nouveaux enseignements des techniques d'accompagnement de l'autisme au sein des formations initiales, et pas que des éducs, des psychos, des médecins. Et comment on fait? On crée un certificat, on peut demander donc du coup à des instituts également universitaires, à des écoles de le promouvoir, et évidemment qu'il va y avoir un effet de passage sur des contenus de formation avec d'autres enseignements en formation initiale. Ça a aussi un effet bénéfique qui est très intéressant au sein des organismes de formation eux-mêmes, c'est que ça nous oblige à nous poser 5 minutes tous ensemble, à se mettre d'accord sur le fait qu'on est bien d'accord, à se poser certaines questions, à se demander qui fait quoi. Et ça favorise une espèce de dialogue qui par capillarité au sein des institutions, vient, de mon point de vue, améliorer qualitativement les connaissances globales sur le neurodéveloppement. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Antoine, aussi, je suis tout à fait convaincu que la question des TSA est en fait, tu as utilisé l'expression cheval de Troie, moi je dirais que c'est la proue c'est la proue du navire des TND d'une certaine manière. On a longtemps été beaucoup sur les troubles 10, etc. Aujourd'hui, on va sur les troubles du neurodéveloppement. Et il est vrai que d'un point de vue tant politique que là aujourd'hui, d'un point de vue législatif ou clinique, eh bien, on a ces TSA qui viennent tirer le bateau vers plus de précision, plus de rigueur, plus d'interdisciplinarité. Et je pense que le CNIA est une volonté aussi politique d'aller dans ce sens-là. Je suis d'accord. Peut-être que je pourrais l'illustrer par un exemple, c'est celui de la place des familles, qui a fait l'objet d'une discussion pour nous chez Octopus. Il y a un moment où on s'est dit, bon, le CNIA, c'est un enseignement qu'on propose à tout le monde, y compris les familles. Donc ça veut dire qu'on va avoir des familles en enseignement, et ça veut dire donc aussi qu'on va avoir des familles qui vont aller en stage, en institution. Et moi, je reconnais très honnêtement que entre mes convictions intellectuelles, qui est que évidemment il faut beaucoup plus de proximité avec les familles,
et la réalité de ma facilité émotionnelle et dans ma relation professionnelle avec les familles à l'accepter, c'est pas évident. Non pas que je ne veux pas, mais simplement parce que on se sent jamais complètement à l'aise avec cette question-là. Et pourtant, je le vis au travers des certifications que je peux également mener de ça. C'est un sujet central, c'est-à-dire que plus on est proche des familles, et je crois meilleur est l'accompagnement des personnes, et pas que dans l'autisme, du handicap. Voilà. Et on peut l'argumenter, hein, c'est pas, je ne le dis pas pour avoir un joli discours fleuri, c'est que concrètement, c'est parce qu'on n'a peut-être pas su suffisamment impliquer les familles dans nos processus à nous de représentation du handicap pour qu'on puisse parvenir ensemble à la même représentation, au même chemin, que du coup, on a des difficultés ensuite à pouvoir mettre en place des accompagnements pour les personnes avec TSA en particulier, qui puissent se généraliser pas seulement auprès des professionnels, mais dans leur lieu d'accompagnement et dans leur lieu de vie. Ouais. Toutes ces mesures-là, tout ce qu'on a mis en œuvre, les recommandations de bonne pratique sur l'importance de la famille, y compris dans les processus d'évaluation, pas uniquement dans l'importance de mettre en place des guidances dans les accompagnements, eh bien, je trouve que le CNIA vient encore rajouter quelque chose de supplémentaire, c'est de nous dire, ben voilà, on va également former des parents, des proches aidants, qui vont également être sur le terrain, et ça va nous obliger à trouver également là une proximité entre les professionnels et les proches aidants. Je crois que c'est pas évident dans les faits, et pour autant, je suis persuadé que ça va dans le bon sens et que le CNIA vient encore une fois rajouter une pierre supplémentaire dans cette construction. C'est très bonne liaison vers le deuxième point, je trouve, qui est la question socio-historique, d'une certaine manière, de ces dernières années en autisme, pour ne pas parler de TSA. Et justement, comment le CNIA arrive finalement comme une forme d'aboutissement. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour repenser les évolutions? Là, on a ce gros objet du CNIA qui arrive, on a toutes ces recommandations de bonne pratique, et on entend encore beaucoup, finalement, la France est en retard sur l'autisme. Alors, je ne dis pas que la France est en avance, hein, pas du tout, mais il me semble tout de même que, comme tu le dis très bien, Antoine, finalement, on part d'une vision très médicale de l'accompagnement, on part d'une vision très techniciste de l'accompagnement, je dirais presque d'une vision verticale de l'accompagnement, où finalement, on a le soignant, le sachant qui sait, et puis on a le patient qui patiente, hein, parce qu'il faut bien quand même qu'il fasse quelque chose. Et moi, il m'apparaît absolument évident, et les travaux de notre chère collègue Céline Clément sont évidemment pionniers en la matière, qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 20 ans, quelle que soit la vision théorique qu'on avait de l'autisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de proximité, un travail fonctionnel, un travail écologique, à penser dans le cadre de nos pratiques, de nos consultations, et finalement, la dimension verticale tend peut-être pas à s'horizontaliser, mais tend peut-être à se diminuer d'une certaine manière. On a vu, par exemple, l'évolution des intérêts concernant les programmes d'accompagnement parentaux de type Barclay, concernant aujourd'hui les interventions SMART, concernant la psychoéducation et les habiletés parentales de Céline Clément, de Sonia Fink, tout ça, le comportementalisme, les TCC. Mais je pense que tu ne me démentiras pas, Antoine, quand on était bébé psychologue, c'était original. Et pour le moins souvent dénigré, voire méprisé, parce que si on voulait faire autre chose que de la psychanalyse, finalement, c'est vraiment qu'on avait un énorme problème avec notre mère. C'était exotique. C'était exotique et c'était pas toujours bien vu. En l'occurrence, on avait aussi le droit de faire autre chose que de la psychanalyse et d'avoir un problème avec sa mère. C'était autorisé, mais c'était pas très bien vu dans les faits. Et là, on a ce gros mouvement qui s'est mis en place, mais d'où vient-on? Il faut voir où on en était il y a encore 20 ans, où j'ai dû être diplômé en 2007, je pense, mais il était hors de question de nous enseigner l'autisme comme étant une pathologie strictement neurodéveloppementale. On n'avait pas eu du tout cet enseignement-là. Il fallait aller dans certaines facultés pour avoir cet enseignement ou dans certaines filières. En revanche, l'autisme était évidemment une psychose infantile liée à l'introjection de particules toxiques inconscientes ou des tas de choses comme ça, très métaphoriques, dont je ne veux pas traiter de la pertinence. Et à l'époque, les questions de test n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Et finalement, les choses sont allées tout de même
relativement vite. Ça ne va jamais assez vite pour les personnes concernées, ça c'est certain, mais il faut voir qu'on a eu le premier, deuxième, troisième, quatrième plan autisme. En 2012, on a eu l'autisme grande cause nationale. Ensuite, on a eu les créations des plateformes de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement, les différentes recommandations de bonnes pratiques qui ont été mises en place, Haute Autorité de Santé, l'INSERM. Bien entendu, nous avons eu la série de lois sur le handicap qui part de la loi 2002, qui passe par la loi de 2005, puis la loi HPST, enfin, toutes ces choses-là qui ont créé un bouleversement absolument considérable. Et donc là, on se retrouve il y a un an, oui, c'était il y a un an, hein, avec un arrêté qui nous parle du CNIA et d'un cahier des charges que les organismes de formation doivent soumettre. Et en y pensant bien, il est vrai que ce CNIA, il peut comporter une pertinence majeure parce que nous qui sommes plongés dans le neurodéveloppement depuis à peu près toujours, depuis qu'on connaît un petit peu de psychologie, on se met à jour sur les connaissances, et encore, je vous avoue, moi, j'ai pas lu toutes les recos en entier, contrairement à Antoine qui, lui, a bien fait le travail. Donc, on se met à jour, on manipule les outils, ça va. On n'est pas trop mal à l'aise avec la question des TSA, même si on a toujours des enfants très limitrophes qui nous posent des tas de questions et de problèmes. Mais si on se met à la place de l'enseignante de mon petit Hector, qui présenterait un TSA un peu borderline, avec souvent problèmes de comportement, inattention, agitation, violence, etc., et qui, elle, n'a jamais eu de formation, mais par contre, à qui on explique que oui, comme il y a eu toutes les lois, aujourd'hui c'est l'inclusion, et aujourd'hui les TSA, je veux dire, on sait faire quand même, avec les enfants autistes, donc tu as une ATSEM en plus, tu vas quand même te débrouiller. Ben, on se dit que pour une enseignante comme ça, d'avoir ce type de formation CNIA, alors je dis cette enseignante-là, mais ça pourrait être des éducs, ça pourrait même être des psychologues qui ne sont pas forcément formés, ça pourrait être des personnels extrêmement variés, hein, des animateurs de périscolaires qui peuvent avoir une pertinence. Pourquoi est-ce qu'un enfant comme Hector, par exemple, alors il ne pourrait pas aller en périscolaire? Alors ses parents, ils seraient obligés de travailler moins pour le garder? Mais au nom de quoi? Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte, et on a toute cette période-là des 20 dernières années qui nous a propulsés vers des nouvelles dimensions et où certains professionnels ou parents, comme tu disais très bien, sont tout à fait susceptibles de profiter de ce type de bagage à la fois théorique et pratique qui changerait considérablement leur regard parce que chacun sait que quand on ne connaît pas ou qu'on a des zones d'ignorance, c'est là que peut arriver le stress, l'anxiété, les pas de côté, les petits travers, les petits mots qu'il ne faudrait pas forcément prononcer comme ci ou comme ça. Et donc, le CNIA pourrait tout à fait intervenir comme un levier vers une forme de démocratisation de la connaissance de base en autisme et donc quitter un petit peu le côté énigmatique de l'autisme auprès de publics qui sinon n'y seront jamais formés. Voilà, donc moi il me semble que sur la lente côte, comme dirait notre ami Claire Meuglin, de l'autisme historique, eh bien le CNIA arrive comme un plateau. Et je trouve intéressant de prendre le temps d'en tenir compte et d'aller regarder plus loin. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur ce point. Je ne sais pas si tu veux compléter, Antoine. On est en retard, bien entendu. Ouais. Oui, je pense que alors, ça m'amène à deux remarques. Je vais essayer de les faire rapides. Hein. Il faut bien qu'on se complète l'un et l'autre. Mon premier commentaire, c'est effectivement, du coup, toute personne qui se sent concernée par l'autisme peut accéder désormais au CNIA et donc bénéficier d'un contenu qui est un contenu expert. Vraiment, les modules qui sont demandés vont être animés par des gens qui connaissent la question. Ce n'est pas possible autrement parce que c'est très précis, ça demande d'avoir de l'expérience sur les sujets, des connaissances bibliographiques, donc ça va être des beaux contenus. Je pense partout où ce sera proposé. Voilà. Bien sûr, chez Octopus, évidemment, mais voilà, il y a un cahier des charges qui est quand même très strict. Et puis, je pense même, moi, c'est marrant quand tu parlais d'enseignants, moi aujourd'hui j'étais dans un établissement où je devais faire de l'observation pour aller voir les pratiques. Et j'en reviens à une remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que les formations aujourd'hui qui sont proposées auprès des professionnels qui travaillent dans le médico-social, par exemple, sont proposées, mais de manière souvent disparate. Donc ça peut être aussi intéressant pour lui, à cet enseignant, cette enseignante, de pouvoir accéder à l'ensemble des contenus en une fois, en tout cas en un cycle de formation que lui, il se représente bien, sans attendre
sans être dépendant d'une politique d'un établissement en termes de formation. Donc ça, effectivement, je crois que c'est une vraie nouveauté. Maintenant, avec ton CPF, tu peux aller au CNIA. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau dans le champ des troubles du développement, effectivement. Mon deuxième commentaire, il porte peut-être plus sur l'ensemble des choses que tu as dites, c'est-à-dire sur l'évolution des politiques de soins, des outils qui sont proposés pour promouvoir des nouvelles pratiques, des nouvelles représentations du handicap. Je n'ai pas la prétention, bien sûr, de vraiment bien connaître toute l'histoire de la psychologie et de l'autisme, et je pense que quiconque le prétendrait, à mon avis, signerait en même temps l'aveu du fait que ce n'est pas possible. En même temps, je crois, au travers des connaissances que j'ai, moi, de l'histoire de l'autisme, qu'à chaque fois, ça a toujours été l'entité parmi les troubles qu'on appelle aujourd'hui du développement qui a servi à se représenter l'ensemble des autres troubles. Par exemple, dans le cas de la psychose, les travaux de Kanner ont servi énormément les personnes qui ont théorisé la psychose de l'enfant à créer des descriptions de la psychose. Et aujourd'hui, je pense que l'autisme, c'est un peu pareil pour les TND. C'est-à-dire que l'objet TND a bien du mal à être défini, à avoir une définition qui est consensuelle. S'il y a quelque chose qu'on a tous en tête, d'à peu près clair aujourd'hui dans les TND, c'est la définition de l'autisme. L'origine de l'autisme, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, même si aujourd'hui, on sait bien toutes les causes organiques, génétiques, neurodéveloppementales qui y sont associées. En revanche, ce n'est pas toujours aussi évident. La définition du TSA, par contre, elle est très diffusée. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui la connaissent. C'est loin d'être le cas pour les autres TND. Et donc, le CNIA, c'est encore une illustration supplémentaire de ce phénomène, c'est-à-dire qu'on va créer des choses au travers des TSA, mais qui vont avoir un impact sur la représentation d'autres entités que strictement le TSA. Voilà. Et ça, on le voit même dans nos pratiques concrètes en termes de diagnostic, dans l'évaluation de l'enfant aujourd'hui et des troubles neurodéveloppementaux, la manière dont on conçoit l'association entre le TSA et autre chose, elle était menée d'une certaine façon il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est différent. Et aujourd'hui, on réinterroge les frontières entre le TSA et le TDAH, par exemple, d'une manière différente dont on le faisait il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on promeut de l'évaluation autour de l'autisme qui permet à tout le monde de faire évoluer ses représentations. Je peux prendre un exemple qui est très concret, tu me dis si tu es d'accord avec moi, Léo. Mais par exemple, la vision très structuraliste et catégorielle du TSA amenait souvent les professionnels si le diagnostic de TSA semblait premier à exclure quelque chose d'associé, ou bien s'il y avait d'autres choses de connues avant de se poser la question de l'autisme, et bien du coup, on allait exclure la question de l'autisme au nom du fait qu'on savait quelque chose déjà préexistant. Par exemple, un facteur génétique comme la trisomie 21 ou un syndrome d'Angelman. On se disait, s'il y a un contexte génétique, il n'y a pas forcément TSA, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, parce qu'on a posé un diagnostic de TSA, on ne peut plus poser un diagnostic de dyslexie, de trouble du langage. Voilà. Et ça a profondément changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette représentation de l'entité diagnostique a évolué parce qu'on a dit, non, si on parle d'autisme, on peut parfaitement avoir autisme, plus un trouble connu sur le plan organique et en particulier génétique, plus un trouble supplémentaire sur le plan neurodéveloppemental, par exemple un trouble du langage. Et si on voit un enfant qui a une problématique de type autistique et un trouble du langage, la problématique autistique chez lui n'est pas différente de l'autre enfant chez lequel on n'a pas pour autant identifié de trouble du langage. Voilà, ça, c'est des représentations qui ont beaucoup évolué, je trouve, en 10-15 ans. Moi, de mon point de vue, plutôt dans le bon sens. Et tous les outils, toutes les nouvelles mesures qu'on crée autour du TSA permettent donc de bouleverser également bien d'autres entités neurodéveloppementales que l'autisme. Tu n'as pas mis ton micro, Léo. Oui, alors c'est bien parce que du coup, je vais faire un peu de dissensus par rapport à cette question-là, parce que en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais bien, comme je suis paranoïaque et critique. Et une fois qu'on a dit ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Cette question de l'évolution vers les comorbidités au sein de l'autisme, c'est quelque chose qui est hyper important. Et en même temps, c'est quelque chose de vachement dangereux, je trouve. C'est-à-dire que, en fait, c'est proportionnellement, de mon point de vue, aussi dangereux que nous avons de progrès à faire en matière de sémantique et de diagnostic. C'est-à-dire que, et je vais brancher de
la batterie, excusez-moi. Vas-y, meuble, Antoine. Eh bien, écoute, que dire d'autre que je suis heureux de ta sérendipité? Bravo, tu as réussi à le caler. Non, non, je suis impatient qu'on puisse aller manger un petit Pokéball tous les deux à Paris, Léo. C'est très bien. Oui, oui. Moi, je suis très inquiet de la question de l'hétérogénéité des diagnostics en général, de la multiplicité parfois des diagnostics, parfois pour des raisons d'errance sémantique, parfois pour des raisons administratives, parce que sinon la MDPH refuse des aides. Et, et parfois, ces diagnostics, ça sera d'ailleurs un des exemples que je vais donner dans le point suivant, conduit à de la surrééducation, à des enfants qui parfois sont étouffés sous des aides, où on ne se pose pas forcément la question de prioriser certaines aides, de quoi ont-ils vraiment besoin, que demandent-ils vraiment, est-ce que finalement cette aide-là n'est pas superficielle, est-ce que ce n'est pas uniquement le corps médico-social, soignant, éducatif, qui pense que ça serait bon pour lui. Et du coup, moi, je suis toujours très très vigilant quand j'entends que l'enfant a plusieurs diagnostics, et je me demande toujours, est-ce qu'il a vraiment la peste, la syphilis, le choléra et un bureau de tabac, quoi, tu vois. Et parce qu'on a vu quand même des dérives qui étaient assez importantes, qui ont culminé avec l'avènement des multidis autour de 2012-2013. Aujourd'hui, tout le monde est revenu, je pense, de cette notion un peu millefeuille. Mais à certains moments, cette question du pouvoir et de l'impact du diagnostic, je trouve qu'il faut vraiment qu'elle soit remise en question, et notamment lorsqu'il y a des diagnostics multiples. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un beau progrès d'arrêter de se dire « Ah ben, s'il est autiste, il n'est pas autre chose ». Et néanmoins, quand on gagne quelque chose, on perd toujours par ailleurs. Je trouve qu'on a aussi le risque qui arrive de faire du surdiagnostic derrière de la thérapie et de passer à côté de progrès fonctionnels qu'on pourrait avoir dans le même temps imparti, quoi, d'une certaine manière. Tu vois. Ce qui m'amène donc au point suivant. Tu veux dire un truc, excuse-moi. Bah oui, attends, je ne veux pas te laisser briller tout seul, j'aimerais bien répondre un peu. Non, écoute, non, mais évidemment, on est d'accord là-dessus. Après, je crois que c'est là qu'on trouvera tous des éléments de réponse peut-être un petit peu différents à cette question-là. Elle touche très précisément l'objet de la CNIA, parce qu'on va promouvoir, on va encore diffuser des connaissances autour de l'autisme, donc on va bouleverser les représentations qu'on a des TND. Tout le problème, c'est la représentation. Voilà. C'est-à-dire, en gros, la meilleure réponse que moi j'ai trouvée au problème que tu poses, c'est-à-dire à partir de quand on se pose des questions sur la multiplicité des diagnostics, c'est parce que si on change la représentation des troubles, eh bien évidemment, le nombre de diagnostics change. Donc, est-ce que tous les professionnels partagent ensemble cette connaissance des échelles nosologiques en se disant que l'évolution contemporaine, la dimensionnalisation de l'autisme, la dimensionnalisation de la psychiatrie, c'est-à-dire de l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux, nous amène à compartimenter de plus en plus chacun des aspects qu'on évalue chez un individu et éventuellement identifier des troubles. Et si on emploie le terme de dyslexie, qui est un terme qui existe depuis très longtemps, qui a toute une histoire indépendante de celle de l'autisme, et qu'on l'évoque chez un enfant pour parler de troubles de la lecture, parce que c'est le nom qu'on a qui est le plus tangible, le plus partageable pour pouvoir l'identifier, ça ne veut pas dire que la représentation qu'on en a aujourd'hui est la même, bien évidemment, que celle qu'on avait il y a 10 ans. Voilà. La dyslexie d'un enfant diagnostiqué aujourd'hui n'est peut-être pas la dyslexie d'un enfant qui a été diagnostiqué il y a 10 ans. Et donc, je pense que là, seule la formation continue, le fait de continuer à enseigner, que les professionnels accèdent de plus en plus à des formations, permettra d'avoir une représentation la plus uniforme des diagnostics. Mais je pense qu'il y a un paradoxe peut-être dans ton témoignage qu'on identifie entre le fait de promouvoir de l'enseignement et de se rendre compte que la manière dont on diagnostique est aujourd'hui pas si évidente que ça et pas forcément hyper partageable. Voilà. Il va falloir du temps pour que, au-delà de l'autisme, il y ait des représentations plus concrètes des moyens d'évaluation et de diagnostic. Et c'est un problème qu'on voit sur le terrain partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai encore vécu aujourd'hui, dans l'établissement que j'ai vu aujourd'hui, on remet en question le diagnostic de TSA sur certaines situations de manière parfaitement entendable et intelligible. Néanmoins, on ne sait pas quoi dire d'autre. Et c'est tout l'enjeu, je pense, peut-être de l'évolution des politiques autour des TND, c'est qu'aujourd'hui, on va beaucoup promouvoir cela
dans le cas du TSA, mais il faut bien évidemment parler d'autre chose que du TSA. Voilà, il va falloir aider tout le monde à pouvoir mieux se représenter les autres entités que le TSA. Et puis, on n'a pas encore parlé du fait de comment se représenter le TSA lui-même. Alors, je pense que c'est ce à quoi va nous conduire le point suivant, en fait. Parce que là, tu évoques déjà les questions d'évaluation, les questions de diagnostic, et puis tous ces gamins qui finalement rentrent dans le spectre n'auraient pas été autistes il y a 10 ans, et aujourd'hui sont dits TSA, pour certains un peu par défaut, pour certains un peu parce qu'ils ont l'air d'eux. Et moi, c'est vraiment un point qui m'interroge fortement, étant initialement assez spécialisé en psychométrie, dans l'évaluation, dans la conception et l'utilisation des tests. Pour moi, la psychométrie et l'usage des tests, ça n'est pas une science, c'est un art. Et dans l'exercice de cet art, alors des WISC, des WIPSI, des KABC, je les compte plus, je ne sais plus combien j'en ai fait. Et je trouve que sur cette problématique des TSA, on peut vite aller vers une dérive, ce que moi je considère être une dérive ou un risque de dérive, qui est l'utilisation systématique de certains outils au risque de la pensée clinique. On entendrait presque de la psychanalyse des années 70 derrière ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas du tout ça dont je veux parler. C'est que il me semble qu'il est plus que jamais urgent de penser la question du TSA et de repenser la place de nos outils comme étant au service du gold standard du diagnostic qui est fondamentalement clinique. Et j'ai parfois l'impression que je dirais pas qu'on se planque, je dirais pas mais qu'on hyper technicise notre raisonnement et que finalement on attend que les tests nous donnent la réponse, alors qu'en fait les tests ne sont que des outils au service d'un raisonnement et d'une subjectivité qui doit être assumée, ce qui est absolument terrible, bien entendu, puisque ça va être, alors nous, les psychologues, on a le beau rôle, parce que ça va être aux médecins d'annoncer officiellement le diagnostic, mais bon, on a tendance quand même à pousser un petit peu. On a, avec cette démarche clinique d'évaluation, la prétention déjà de mieux comprendre, la prétention d'expliquer, la prétention de proposer et de dire si on est dedans ou on n'y est pas. Avec quelque chose d'assez binaire quand même. Hein. C'est assez violent cette question-là, parce que là, on est convoqué. Est-ce que vous pensez qu'il est ou qu'il n'est pas thématique qu'on peut d'ailleurs retrouver dans toute la complexité du champ du haut potentiel intellectuel. Ça pourrait être intéressant de digresser là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, et donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'interroge. C'était hier à Paris, j'étais à Paris, hier avant-hier, je reçois un jeune garçon qui vient de Châteauroux, avec ses 2 parents. Il a 17 ans et demi, il précise bien et demi. Et vraiment, d'un point de vue vraiment morphique, on voit immédiatement qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une atypie sur le plan facial qui est évidente. Il accuse un surpoids quand même assez conséquent. Il fait des trucs bizarres quand je me mets à faire des blagues. Il se met à faire des trucs comme ça quand je me mets à faire des blagues. Je vois que par moments, il répète les derniers mots de ce que je dis. C'est un spécialiste des dendrobates, qui sont donc des petites grenouilles noires d'Amazonie, sur lesquelles il sait à peu près tout. Et voilà, très intéressant. C'est aussi un calculateur prodige. Donc, par exemple, quand je lui demande, alors là, je n'ai même pas le résultat en tête, mais combien fait 22 x 43, il me sort le résultat. Moi, je n'ai pas le temps de taper sur ma calculette, c'est assez étonnant. Il est en terminale, bac pro commerce. Il va bien, globalement. Gros problème sur le plan graphique dès le CP, CE1. Et donc, on lui a diagnostiqué une dyspraxie visio-spatiale avec dysgraphie et bien entendu dyslexie potentiel. Et les parents n'ont reçu que ça comme diagnostic jusqu'à ce qu'ils se mettent à s'interroger autour de la possibilité d'un trouble du spectre de l'autisme, sachant que c'est vraiment une situation où l'enfant, je veux dire, il cote tout. Il a tous les signes d'un TSA. Effectivement, il présente une vraie maladresse sur le plan visiomoteur, graphique, gestuel. Il a une démarche très raide. Mais bon, il a longtemps marché sur la pointe des pieds. Donc, tout ce qui tournait, ça le fascinait. Allumer, éteindre la lumière, c'était génial. Hypersensibilité olfactive et gustative. Enfin, du point de vue des symptômes, je veux dire, on est servi. Et là, à ce moment-là, si je devais faire passer une ADI-R à cet enfant,
eh bien, je pense qu'il exploserait les cut-offs et que l'ADI m'indiquerait en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme. Or, là, tel que je le vois, alors il a des mimiques faciales, il y a un évitement du regard partiel. Bon, c'est pas une situation compliquée. Originellement, il y a eu une altération, une microduplication, chromosome 4Q, chromosome 4R, qui a engendré un gros problème visiblement. Et je pense que ce trouble du spectre de l'autisme est en grande partie en lien avec cette anomalie génomique qui s'est aussi accompagnée d'un retard dans la déglutition, de tas d'opérations qu'il a subies et de problèmes en général moteurs, spatiaux, qui, je pense, sont davantage des symptômes de son TSA plutôt qu'une entité pathologique en elle-même. Bon, ça peut se discuter. Et donc, via cet exemple, c'est un petit peu ce raisonnement que je vais vous soumettre. C'est-à-dire que, est-ce qu'avec ce garçon, je vais faire une ADI et une ADOS? Pour moi, c'est très subjectif, c'est très prétentieux, mais pour moi, il est tout à fait dans le trouble du spectre de l'autisme. Toute son histoire le démontre, rien ne démontre l'inverse. Cliniquement, humainement, il a absolument quasiment tous les signes. Il est parfait. C'est un cas d'école à montrer dans les facs. Et donc, est-ce que je vais prendre 2 heures pour faire mon ADI, puis 2 heures pour la côté, en facturant bien sûr 4 heures aux parents par rapport à tout ça, reprendre 3 heures pour rédiger un compte-rendu, alors que ces personnes viennent avec une seule question à la bouche. Est-ce que vous pensez qu'il est susceptible de relever d'un trouble du spectre de l'autisme? Question extrêmement difficile à poser à un psychologue, parce que n'étant pas médecin, on ne va pas poser un diagnostic et faire l'exercice illégal de la médecine. Néanmoins, ils arrivent avec une question très claire. J'en pense quelque chose de très clair. Ils ont besoin, eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'éclaircissement et de pouvoir se faire une idée si oui ou non je pense que. Et en l'état, je n'ai pas besoin de faire une analyse, ce qui n'est pas le cas avec d'autres enfants qui sont des cas beaucoup plus moins clairs et où là, l'utilisation de l'ADI sera évidemment pertinente. Je suis bien entendu pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser les outils, mais les circonstances des outils à partir du moment où on est bien sûr formé. C'est-à-dire que je pense qu'un professionnel débutant a tout intérêt à recourir de la manière la plus systématique possible aux outils et pour par la suite ne plus avoir à y recourir de manière systématique. Voilà le que je voulais soumettre et je ne sais pas comment on va traiter ça dans le cadre du CNIA avec les collègues, mais au sein de notre collège d'experts formateurs, je pense qu'en tout cas, c'est une discussion qui va nous interpeller. Voilà. Excuse-moi, Antoine. Non, je t'en prie. Du coup, le diagnostic, tu l'as évoqué dans son cas? Disons que à la question est-ce que vous pensez qu'il relève d'un trouble du spectre de l'autisme, j'ai répondu oui. Ok. Alors, du coup, j'ai 3 éléments, 3 points sur ce que tu as dit, des choses importantes, je pense. La première, c'est que tu disais, voilà, j'ai peut-être une remarque d'un psychanalyste des années 70 en disant le risque, c'est de diminuer la matière clinique. Moi, et je crois qu'on a déjà eu cet échange dans des réunions de travail qu'on a eues ensemble. Je pense que quand toi, tu dis ça, ça n'a pas du tout la même portée. Et ça ne veut pas dire non plus exactement la même chose que quand j'entends le même propos de la part d'un collègue, psychologue par exemple, auquel je demande de faire des évaluations standardisées avec des chiffres qu'il ne fait jamais. Toi, tu les fais, Léo. Ton discours, je pense, c'est un discours d'expert en matière d'évaluation qui maîtrise les limites de l'évaluation. Et mon propos avait été une fois de dire ne confondons pas notre connaissance et la prudence qu'on a sur nos outils parce qu'on en connaît les limites avec les critiques qu'on leur formule au prétexte de justement d'être limitatif. La plupart du temps, les institutions que je rencontre et les situations cliniques auxquelles je suis confronté manquent d'investigations standardisées. J'en fais tout le temps, je suis comme toi, j'en maîtrise les limites. Des fois, j'aimerais bien arrêter de faire des protocoles et de les recommencer. Des fois, je trouve ça lassant pour moi, et du coup, j'imagine que des fois, c'est lassant aussi pour les personnes que je reçois en consultation. Néanmoins, c'est un jeu d'évaluation, et ça, je sais qu'on est parfaitement raccord ensemble là-dessus, tous les deux, entre la description narrative d'un individu, la clinique, et l'aspect standardisé qui, dans la mesure du possible, tente de nous dégager d'un aspect subjectif. Dans la mesure du possible. Je crois, à mon avis, que la plupart des outils qui bénéficient d'un étalonnage ont été créés par des personnes dont la motivation, c'était de dire, dans l'appréciation et la représentation du fonctionnement d'un individu,
cherchons des choses qui nous permettent un petit peu de nous dégager notre subjectivité. Voilà toute la prudence que j'ai, et c'est un point crucial parce que quand on fait des supervisions, on en parle beaucoup tous les deux parce qu'on est confrontés à ça ensemble, auprès de collègues en CMP, en CMPP, en CAMS, c'est des situations qui sont très aiguës, très complexes, hein, sur lesquelles vraiment toi et moi, on n'a pas d'avis du tout, ni péjoratif, ni d'a priori. En revanche, mon discours, il n'est pas d'ailleurs de dire moi, je veux que ce soit RBPP au premier chef. Moi, ce que je veux, c'est des choses de principe, c'est-à-dire que l'évaluation d'un individu, elle se fait avec plusieurs types d'outils, elle est pluridisciplinaire. Il faut du narratif, il faut du standardisé, mais dans la majorité des cas, ce que je trouve, c'est que du narratif. Donc, il faut aussi d'autres choses. Et c'est là-dedans que moi, je n'ai pas eu de mal à promouvoir les recommandations de bonne pratique. Des fois, je me suis retrouvé dans un état agentique avec ça, parce que dans des formations, il a fallu que j'en parle, parce que je suis d'accord avec ça. Quand je vois écrit dedans, au travers des TSA, mais ça doit adorer partout, évaluation pluridisciplinaire, et utiliser tout un ensemble d'évaluations de l'individu, dont des outils standardisés. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, quand nous, on va avoir une prudence de principe en disant, voilà, l'outil, est-ce que j'en ai besoin ou pas, c'est pas la même chose de se poser cette question-là selon qu'on a 15 ans d'expérience dans l'utilisation de l'outil ou qu'on ne l'a jamais utilisé. Voilà. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut. Quand on est expert, effectivement, on mesure la limitation de nos outils. Quand on est dans une fonction d'enseignement, je pense que c'est important de savoir que le public à qui on s'adresse, des fois, n'a pas la même expérience et la même capacité d'analyse de recul sur les outils. Donc, l'utilisation des tests standardisés, moi, j'y suis assez attaché, surtout quand on débute dans le domaine de l'évaluation. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a des situations cliniques qui sont plus faciles que d'autres. Et moi, ça ne me choque absolument pas que dans un cas clinique, tu aies pu te dire, je ne sais pas s'il est absolument indispensable dans cette situation-là d'utiliser des outils. En revanche, moi, je me fie pas mal à un principe que je retrouve d'ailleurs dans les recommandations de pratique, c'est que les avis diagnostiques sur le plan comportemental, c'est pas mal souvent de les confronter à un collègue, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas seul. Outil ou pas, quoi qu'il arrive, je pense qu'on ne le fait pas seul, on a son opinion, je demande à un collègue, une collègue, si lui-même est d'accord avec mon hypothèse diagnostique. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Si, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est la ligne qu'on prendra pour l'ambiance de cet aspect-là sur le CNIA au sein de nos interventions. Et on me signale l'heure. L'heure, il est 19h22. On est bientôt plus ensemble. Donc, on va essayer de prendre quelques questions telles qu'elles ont été posées. Je ne sais pas si on a accès aux questions. Alors, hop, c'est dans le chat. Normalement, on les copie-colle. Catherine, est-ce que tu penses que tu peux nous copier-coller des questions? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut qu'on vous remercie pour votre présence, pour votre confiance et votre régularité dans la participation à nos séminaires. C'est toujours un format très intéressant. Et là, je trouve que comme ça, à deux voix, c'est hyper stimulant. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Il y a une première question pour Antoine Tanet. Monsieur Tanet, que pensez-vous de l'utilisation des robots avec les autistes? J'en pense beaucoup de bien. C'est un sujet qu'on a abordé dans un webinaire gratuit Octopus qui est visible en ligne sur le site Octopus. C'est un sujet passionnant. Hein. C'est pas uniquement parce que les nouvelles technologies, c'est fun, c'est qu'il y a un intérêt réel, interactionnel avec la robotique. Et oui, c'est un sujet à aborder parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille, avec qui il y a plusieurs personnes chez Octopus qui travaillent. Donc, c'est un sujet abordé dans les modules du CNIA. Super. On nous demande pas mal la question de la reconnaissance du CNIA. Est-ce que c'est approuvé et recommandé par la HAS? Le cadre un petit peu qu'il y a derrière tout ça. Il faut savoir que le CNIA a été installé suite à un arrêté. C'est donc une certification officielle. Donc, sa reconnaissance, la question de sa reconnaissance peut être posée, mais est tout à fait indiscutable. Et les rapports avec la Haute Autorité de Santé, ça n'est pas approuvé et recommandé par la Haute Autorité de Santé. Donc, si aujourd'hui il y avait des recommandations, il y a de grandes chances que le CNIA soit mentionné, mais le CNIA se base sur l'état des connaissances tel que la Haute Autorité de Santé les a publiées. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il faut penser les choses. Mais sinon, la reconnaissance du CNIA est bien sûr tout à fait officielle. Si tu veux ajouter un truc, Antoine, n'hésite pas. Des fois, je vois la question CNIA-DU. Non, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire de refaire la CNIA quand on a un DU ou DU autisme. Il y a des formations, il y a des DU qui sont reconnus. Voilà, donc,
Ouais. Mais ça, c'est une interrogation qu'on peut avoir dans le temps, parce que si d'ici 3 ans, vous postulez sur un CESAD autisme et que parmi les critères pour être recruté, il faut avoir reçu la certification CNIA, vous pouvez tout à fait avoir eu une formation très poussée en autisme et, je ne dirais pas malheureusement, mais être un petit peu contraint de reprendre une certification CNIA pour des raisons, je dirais, de validité professionnelle. Ça, on ne sait pas du tout ce qu'il en sera et quelles institutions, au nom de quoi. Ça, c'est un peu un point d'interrogation pour la suite. Très bien. Alors, même question que Christine. Sera-t-il nécessaire de refaire la totalité du CNIA ou juste les parties non faites lors des différents DU? Alors, Je veux dire, ouais. normalement, si vous vous inscrivez au CNIA, vous vous inscrivez à tout. Vous ne pouvez pas vous inscrire à des paquets, d'une certaine manière. Après, ce qui prime au CNIA, oui, bien sûr qu'il y aura des questions de présence aux différents modules qui vont être importantes, mais je pense que le plus important, c'est surtout la question de la soutenance d'un mémoire au terme du certificat, au terme de la certification devant un jury. Donc, à mon avis, je pense que les organismes de formation, mais là, je m'avance peut-être un peu et j'espère ne pas dire une bêtise, hein, mais moi, j'aurais envie de dire qu'on aurait envie de faire preuve de souplesse par rapport aux personnes qui sont déjà expertes dans certains domaines. Il faudrait certainement amener les certifications de l'expertise, etc. Mais à mon avis, ça serait tout de même plus fin plutôt que vous passiez trop de temps sur la chaise. Mais vous ne pourrez pas acheter des morceaux de CNIA pour valider ce que vous avez réalisé par la suite. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore compatible. Est-ce que les financements MDPH peuvent être utilisés pour le CNIA? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Il y a peut-être quelqu'un au sein de notre équipe qui va m'envoyer un texto pour y répondre. Apparemment, a priori, moi, ça me semble un peu délicat de mélanger les sources de financement comme ça. Ouais, Antoine? Bah, je pense que je ne crois pas à ma connaissance, mais alors bon, il y a souvent des choses un peu techniques qu'on ne connaît pas tout. Je ne crois pas que la MDPH finance directement le CNIA. En revanche, chacun est libre d'utiliser les allocations de la MDPH. Peut-être que cette question, elle va aussi dans le sens d'une remarque que j'ai lue dans le fil de discussion. Il y a une personne qui disait n'oublions pas les adultes TSA. C'est vrai, on a parlé des familles, des proches aidants, mais il peut très bien y avoir des personnes TSA qui vont s'inscrire au CNIA. Voilà, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est absolument le cas. Et donc, peut-être que cette remarque va aller dans ce sens-là. Ouais, et moi, je compléterais avec une certitude vers l'avenir, c'est que rien ne nous dit que dans 2 ans, 3 ans, les MDPH ne se diront pas ah bah tiens, ça serait bien que cette maman d'enfant avec TSA puisse intervenir sur le comportement de son enfant, et donc la formation CNIA peut être une forme d'accompagnement dans la limitation d'activités et restrictions de participation à la vie en société, et donc qu'en termes de facilitateur, eh bien, la MDPH se dise on va financer des parents, parce que finalement, on finance bien des professionnels pour donner des conseils, etc. Donc, pourquoi ne pas financer des programmes d'habileté parentale où les parents se formeraient eux-mêmes? C'est pas, moi, ça me paraît pas impossible. Mais dans l'immédiat, je pense que pour la majorité des MDPH, c'est pas du tout dans les préoccupations. Moi, et pour l'instant, c'est la première fois d'ailleurs que j'entends cette question être posée, mais je trouve que c'est une question qui est tout à fait pertinente. Et c'est bien que tu le dises. Hein. Je pense que d'ailleurs, tu vois, c'est l'occasion de le dire de manière publique ce soir. C'est pas du tout une mauvaise idée. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait demander. Voilà. Ça serait intéressant d'interroger la CNSA là-dessus, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il va être demandé aux professionnels spécialisés type CESAD pour votre part d'avoir la certification? Donc, on a partiellement commencé à répondre à cette question. Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas quelle sera la politique des différentes associations, des différentes institutions autour de l'exigence de disposer du CNIA. A priori, déjà, il y a des contingences matérielles qui font que, à mon avis, ça va y aller doucement. Ce sont des formations qui sont tout de même assez onéreuses, même si le CPF prend en charge. On imagine bien qu'on ne va pas voir arriver des hordes de professionnels poussés par leur institution pour vite être habilités CNIA et être dans les clous. Mais il n'est pas du tout impossible qu'au recrutement ou pour le maintien en poste, par l'avenir, certaines institutions suggèrent vivement à leurs professionnels de posséder de la CNIA. Oui, c'est possible. Est-ce que la CNIA serait pareille que les formations délivrées par les CRA? Oui, franchement,
Le contenu, c'est, je pense, absolument conforme. La différence, si vous voulez, c'est que le CRA, lui, ne peut pas assurer ce volume-là de contenu, proposer les stages. C'est la grande différence. Mais sinon, je pense que dans l'esprit, c'est la même chose. Dans la forme, souvent, les formations CRA ne sont pas aussi longues. Oui. Sachant que Même sur un seul module. Il est évident qu'une formation CRA ne couvrira jamais tous les modules en une fois. En revanche, même sur un seul module, la formation CRA est souvent beaucoup plus courte. bien sûr. Les parcours CNIA sont sous-compartimentés en modules, bien entendu. Et donc, c'est quand même un volume total qui est quand même très important, tant pour la théorie que pour les stages. Et il est évident que c'est pas je pense que ce n'est pas du tout la mission des CRA de répondre à de tels efforts de formation et d'accompagnement pratique. Parce qu'il faut bien voir que nous vous accompagnons dans vos stages, dans la conception des mémoires. Vous n'êtes pas jeté comme ça dans l'océan sans bouée. Hein. Donc, ça représente quand même un volume de travail assez important. Et là, c'est les organismes de formation, des privés ou publics, hein, de qui c'est davantage le métier, en fait. Ce n'est pas le métier des CRA que de proposer ça. Quelques réponses à quelques questions. On est pas mal, 19h31. Merci Antoine. Mais c'est moi qui te remercie, Léo, d'avoir organisé ce webinaire. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir parler comme ça, librement des outils et des nouvelles mesures qui sont proposées. Et il y a encore pas mal d'autres choses qui arrivent en plus là. Tu vois, cette semaine, il y a une circulaire interministérielle sur les changements de modalités d'évaluation des organismes, des évaluations externes des organismes du secteur médico-social. Ça aussi, ça fait partie des grands changements à venir. Ça bouge. Écoutez, on vous accompagne en tout cas dans le mouvement. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, chez nous en interne sur la CNIA, Catherine Racure ou Aude Bioche, merci les filles. Et puis Laurent Suard pour ce qui concerne la question des stages. N'hésitez pas à les solliciter, elles se feront un plaisir de vous répondre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On va pouvoir éteindre nos ordinateurs et retourner à la vraie vie. Merci encore Antoine, c'était super intéressant de profiter de ton expertise, c'est toujours un bonheur. C'est réciproque. Et surtout, vive les grenouilles noires. Bien entendu. Et merci à toute l'équipe en interne pour le support technique. C'est un gros boulot d'organiser et de coordonner tout ça. Et surtout, merci à vous pour votre présence et votre soutien. On reste là et on se revoit très bientôt. Au revoir.